Je me suis souvent demandé à quel moment précis commençait une histoire. Il y a des instants de la vie qui forment un nexus, un croisement de possibles. Ce soir-là, le dos contre le mur d'un immeuble de la rue Louis-le-Grand, près d'Opéra, j'ignorais que mes pieds se trouvaient vissés dans l'un de ces croisements cruciaux. Emporté par un puissant élan, je me vois traverser le trottoir qui nous séparait. J'ignorais alors que chacun de mes pas s'imprimait profondément dans ma vie, scellait une direction. Au lieu de couper ce lien ténu qui s'était enroulé autour de moi au gré de nos discussions, je franchissais le cercle invisible qui délimitait ton existence. Je crois que depuis, malgré ton absence, je n'en suis jamais sortie. Ce cerceau m'en serre toujours. Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet que je n'ai jamais vraiment eu l'occasion d'aborder sur la chaîne et qui a quand même occupé toute une partie de l'année qui vient de s'écouler. C'est l'auto-édition de mon roman La Marelle en numérique. Petit cadeau pour vous, La Marelle est en promotion durant une durée limitée du 16 au 30 septembre. Donc si vous avez envie de découvrir le roman à un prix très accessible, eh bien ça peut être possible, tout est dans la barre d'information. Vous avez été très nombreux à me poser des questions sur l'auto-édition numérique, sur mon expérience, sur ce que j'en pensais, sur ce que j'ai ressenti et sur les avantages et les inconvénients. Et je vais répondre du coup dans cette vidéo à vos questions. La Marelle, c'est un roman hybride, c'est un roman qui mélange une narration classique, très littéraire, très linéaire, avec l'intégration d'éléments numériques qui viennent justement contrecarrer cette narration très traditionnelle par des intermèdes, de photos, de messages électroniques, etc. C'est un roman sur la passion dévorante, celle qui change, celle qui transforme, celle qui va briser en fait tous nos repères. Et c'était vraiment une thématique que j'avais envie d'explorer depuis longtemps à travers des personnages contemporains forts, mais tout en mêlant une atmosphère, je dirais, plus ancienne, puisque le clin d'œil du titre La Marelle, c'est un clin d'œil à Marelle de Julio Cortázar, qui est un ouvrage absolument fabuleux que je vous recommande 1000 fois de lire. Ce roman, il est d'une profondeur hallucinante, d'une complexité aussi hallucinante, puisqu'il y a plusieurs trames de lecture qui sont possibles en fonction des choix que vous allez faire. C'est presque une histoire dont vous êtes le héros avant l'heure, mais de manière beaucoup plus raffinée encore, puisque en fonction de ce que vous allez suivre comme parcours de chapitres, l'histoire ne va pas se dérouler exactement de la même façon. Donc c'est vraiment toute une réflexion sur la multiplicité des possibles et les choix qu'on peut faire aussi dans sa vie. Le style de Julio Cortázar est très fouillé, il est plein de sensibilité, il est à la frontière du surréalisme, bref c'est un chef-d'œuvre. Et en lisant ce roman, j'ai été tellement bouleversée que je trouvais ça intéressant justement de montrer comment la littérature venait interférer dans nos vies et comment ce roman va influencer les deux personnages qui sont Sarah et Nathaniel, puisque quelque part leur histoire d'amour va être jumelée avec ce roman qui leur sert de trame et presque de scénario sur cette histoire qu'ils ont envie de se raconter. Donc tout d'abord l'origine de La Marelle, pourquoi j'ai décidé de l'auto-éditer en numérique. Eh bien ça faisait un petit moment que je travaillais sur ce roman, un roman qui était vraiment une nécessité, que j'ai écrit sans aucun contrat d'édition parce que je ressentais profondément le besoin. Je sortais de plusieurs années où j'avais fait beaucoup de contrats d'édition qui étaient signés au moment même où j'étais en phase d'écriture et je vous en ai parlé dans la vidéo sur l'agent littéraire. J'ai eu une période de burn-out assez importante où j'en étais venue à un stade où j'avais besoin de prendre du recul par rapport à ma propre créativité et quelque part de créer avec une liberté un petit peu différente. L'idée de La Marelle, elle est née et j'ai écrit comme une fulgurante. Je l'ai retravaillé pendant des années et des années. J'avais des propositions éditoriales pour ce livre, mais j'étais assez réticente, ce qui ne me ressemble pas d'habitude, parce que voilà, je continue à publier traditionnellement à compte d'éditeur, mais c'est un roman qui est particulièrement intime et je commençais aussi à m'interroger sur les droits que je cédais, les contrats que je signais, voilà, sur la question de peut-être aussi multiplier mes activités et appréhender, revenir aux sources par rapport à un lien plus direct avec les lecteurs et les lectrices. Avec la révolution du numérique et Internet, forcément la question de la mise en diffusion des contenus créatifs se pose et de la relative indépendance que l'on peut trouver nous aussi en tant que créateurs et créatrices. La démocratisation d'Internet, c'est aussi la possibilité de pouvoir nous-mêmes mettre nos créations à la disposition du public. La Marelle, j'ai décidé de l'auto-éditer en numérique, donc à travers des plateformes d'auto-édition, que ce soit KDP ou Kobo, et puis via un diffuseur qui s'appelle Booklist, qui permet justement que le livre en numérique soit accessible via toutes les librairies traditionnelles qui n'ont pas de plateforme d'auto-édition. Alors c'est très intéressant parce que l'auto-édition a toujours joui d'une mauvaise réputation. On considérait que l'auto-édition c'était, on va dire, la voie de garage pour les auteurs et les autrices qui n'avaient pas trouvé chaussures à leurs pieds dans les maisons d'édition traditionnelles. Donc un peu le choix désespéré, on va dire.
Quand on voit la production auto-éditée, on voit évidemment qu'il y a des très grandes fractures entre la qualité de certains ouvrages et des choses qui font vraiment amateurs et avec plein de fautes d'orthographe dans les couvertures. Et puis on trouve aussi des perles rares. Le milieu du livre, comme tous les milieux, il n'échappe pas à la révolution numérique. Et le fait qu'aujourd'hui on puisse mettre en ligne soi-même son livre, ça change forcément la donne et ça interroge. Je sais qu'aujourd'hui de très nombreuses maisons d'édition prospectent de nouveaux auteurs et autrices, que ce soit via les plateformes d'auto-édition, que ce soit via les blogs, les sites, etc., pour essayer de trouver de nouveaux talents. Donc quand des groupes éditoriaux décident d'investir à la prospection via le web, c'est bien qu'il y ait un intérêt et que l'image de l'auto-édition, elle évolue également. Il suffit de voir certains best-sellers actuellement qui nous viennent des États-Unis et qui proviennent de l'auto-édition. Ce que je pense en revanche, c'est que pour démarrer, tout dépend de ce qu'on entend par démarrer. Est-ce qu'on a envie de faire de l'écriture son métier ou non ? Quand on veut démarrer et qu'on commence à auto-éditer, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de contraintes qui pèsent sur l'auteur directement puisque l'auteur est seul. Ça, je vous en ai déjà beaucoup parlé. Je pense que ce qui est précieux dans la collaboration auteur-éditeur, c'est le fait déjà d'être rémunéré directement par l'éditeur et en avance, c'est-à-dire en recevant un avaloir, une rémunération qui va aussi représenter le temps de travail qu'on va y passer, qui va représenter le degré de l'étendue de la session qu'on va accepter de faire. Et du coup, je crois moi beaucoup et profondément en la relation auteur-éditeur, pas dans ce cas-là de mythologique, mais dans le fait qu'un auteur, être accompagné par une maison d'édition, c'est une solidité professionnelle, c'est un accompagnement qui va permettre justement de se développer, de se professionnaliser, parce qu'on va tout simplement gagner de l'argent, parce qu'il y a une maison d'édition qui va dire mais moi je crois en cet ouvrage, je vais tout faire pour qu'il fonctionne. Ce qui questionne aussi profondément quand on parle de l'auto-édition, l'état actuellement de l'édition traditionnelle et du rapport entre les maisons d'édition et les auteurs. Moi j'ai commencé sur un site internet, on l'oublie très souvent, mais c'était une forme d'auto-édition à l'époque et c'est comme ça aussi que je me suis fait repérer par des maisons d'édition plus traditionnelles. C'est une excellente question. C'est pas un choix, lié à une philosophie ou quoi que ce soit. En fait, c'est plus pour des considérations pratiques. C'est-à-dire que l'auto-édition papier, elle est aujourd'hui très accessible, notamment avec l'impression à la demande. Et ça m'intéresse beaucoup. L'impression à la demande, aujourd'hui, c'est quelque chose que les maisons d'édition traditionnelles incluent de plus en plus dans les contrats, ce qui questionne vraiment, puisque le principe de l'impression à la demande, c'est qu'il n'y a pas de tirage qui est fait en amont. C'est qu'en fonction de la demande qui est faite du public, on appuie en gros sur un petit bouton et il y a un ouvrage qui va être fabriqué. Pour des raisons écologiques, l'impression à la demande, c'est probablement l'avenir et c'est une excellente raison aussi de faire des économies sur les tirages, les frais de stockage et tout ça. Mais par contre, ça pose la question du coup de la prise de risque de l'éditeur. Parce qu'aujourd'hui, c'est la prise de risque de l'éditeur, c'est-à-dire que le fait qu'il fait un tirage d'un certain nombre d'exemplaires sans savoir que ça se vend ou non, qui justifie l'accaparation, on va dire, des droits d'auteur sur les contrats d'édition et l'existence même du contrat d'édition tel qu'il est construit juridiquement actuellement. L'impression à la demande, ça vient bouger tout ça, puisque quelle prise de risque il y a, c'est simplement quelque part, il y a un fichier numérique qui est disponible, et s'il y a quelqu'un qui le demande, ça s'active. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il reste des livres en librairie, comment ça se passe? Donc ça questionne beaucoup. J'étais d'ailleurs dans une librairie en Suisse et je me souviens un titre qui était sorti récemment. J'ai entendu une dame demander au libraire s'il l'avait. Il a dit ah bah non, je l'ai pas en stock, mais je l'ai en impression à la demande. Et du coup, ça veut dire que le livre, il est même pas sur les étalages des librairies, il est même pas en rayon, c'est juste qu'il existe quelque part et il faut que la personne le connaisse déjà pour aller le chercher. Or nous, ce qu'on attend de l'édition traditionnelle, c'est de se faire connaître par elle. Ce qu'on attend de la librairie, ce qu'on attend de l'édition, de manière générale, c'est de défendre des titres qui vont se faire connaître par le biais de ces différents maillons de la chaîne du livre. Donc là, du coup, ça inverse complètement ça. Donc l'édition papier, ça m'intéresse, mais c'est aussi d'autres compétences techniques que je n'ai pas encore. Je n'ai pas eu le temps assez d'étudier le sujet, donc je me suis dit que j'allais vraiment démarrer sur l'édition numérique strictement, avant de passer à vraiment l'aspect plus fabrication. Donc je n'exclus pas du tout de faire une version papier pour la Marelle, et vous êtes énormément à me le demander, puisque vous avez été nombreux à me dire, mais moi, en fait, le numérique, je préfère avoir l'exemplaire papier, et pas que pour le confort de lecture, vous m'avez dit, parce que j'ai envie d'avoir une dédicace de toi, j'ai envie de l'avoir dans ma bibliothèque, ce que je comprends parfaitement. Donc ça va être une prochaine étape, mais vous me connaissez, j'aime bien faire les choses de manière réfléchie, donc je ne veux pas brûler des étapes, et je veux vraiment le faire en son temps. Mais il y aura une version papier de la Marelle, c'est sûr. Et bien sur toutes les plateformes et toutes les librairies,
en ligne, en numérique. C'est très simple, vous pouvez aller voir le lien sur mon site internet ou taper Lamarelle Savon de Pabailly dans Google. Ce qui permet ça, déjà, il y a deux choses. Il y a l'auto-édition en tant que telle via des plateformes d'auto-édition, donc comme KDP ou comme Kobo, ou vous-même en tant qu'auteur-autrice, vous pouvez uploader directement votre fichier. Et puis il y a un deuxième aspect qui est la diffusion à toutes les autres librairies indépendantes en numérique. Toutes les librairies n'ont pas un magasin numérique, on va dire, mais l'idée c'était qu'il soit disponible partout. Et pour ça j'ai reçu l'aide de Bookelist, Bookelist qui est un diffuseur numérique. Donc je garde la main vraiment sur tout ce qui est KDP, Kobo, c'est-à-dire la gestion via les plateformes d'auto-édition, où il y a une grande partie des ventes qui se fait. Et puis il y a une autre partie des ventes qui se fait via la diffusion de Bookelist. Contre une rémunération puisqu'ils prennent un pourcentage en échange de cette diffusion-là. Donc il est disponible partout chez qui veut avoir des livres numériques à la vente. Et du coup voilà, ça c'était très important et très intéressant aussi d'explorer les différents canaux de diffusion qui sont possibles et je suis très satisfaite en tout cas de ce qu'a fait Bookelist. Et bien du coup quand j'ai commencé à avoir cette idée d'auto-éditer Lamarelle en numérique, j'ai commencé à échanger avec les différentes plateformes et notamment tout de suite on m'a proposé en fait une adaptation en livre audio, notamment par Audible, donc Audible qui a fait l'acquisition pour une durée déterminée dans le temps des droits audio de Lamarelle. Donc comment ça se passe dans ces cas-là? J'ai vraiment agi comme si j'étais moi-même ma propre éditrice, c'est-à-dire que je reste propriétaire de mes droits, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est moi qui suis la titulaire des droits. Donc je peux tout à fait, si je le souhaite, céder une partie des droits à différentes entités qui vont exploiter différents types de droits par rapport à Lamarelle. Donc il y a de très nombreux types de droits qui vont accompagner un roman. Je vous ferai une vidéo sur le droit d'auteur bientôt pour vous expliquer ça parce que vous comprendrez, je pense, encore mieux. Et donc les droits audio, donc pas les droits audiovisuels, mais les droits d'écoute, on va dire, ces derniers, je les ai cédés à Audible, et Audible, en échange d'un avaloir, donc ils m'ont donné de l'argent pour ça, ont eux-mêmes fait cette adaptation. Donc c'est-à-dire qu'ils ont engagé des comédiens, des comédiennes pour pouvoir parler et enregistrer le livre, puis c'est mis en ligne à ce niveau-là et ça devient un livre audio. C'était vraiment intéressant, je dois dire, ce processus du livre audio pour plusieurs choses. Déjà, j'ai trouvé que la négociation se passait extrêmement bien, que les conditions contractuelles étaient équitables, ce qui est quelque chose qui est très important. Et aussi, j'étais maîtresse à bord, c'est-à-dire que comme je suis titulaire de mes droits, que je ne les cède pas à un éditeur, c'est moi qui vais quelque part faire ce travail de prospection pour essayer de décliner mon roman dans différentes formes si j'en ai envie. Donc là, le livre audio, l'occasion se présentait et du coup je suis absolument ravie du résultat. Si vous avez envie de l'écouter, vraiment n'hésitez pas. C'est aussi une autre façon d'appréhender le livre audio, et je trouve que c'est super intéressant. Moi j'écoute quand je suis en voiture ou alors quand je prends ma douche, parfois quand je cuisine. C'est encore une autre façon d'accéder au texte. Et c'est d'ailleurs en ce moment très exponentiel le livre audio, notamment chez les 15-25 ans. Donc voilà, Lamarelle a son adaptation en livre audio. Alors là, je vais arriver à la question la plus importante sûrement, c'est quels sont les avantages et quels sont les inconvénients. Et je vais essayer d'être le plus exhaustif possible, même si c'est pas évident, parce que l'auto-édition c'est pas la réponse à tout, c'est pas la solution donnée à tous les mots de l'édition traditionnelle ou même à tous les mots des auteurs, pas du tout. Les choses sont beaucoup plus subtiles et complexes que ça. En tout cas, il y a quand même des choses et des avantages qu'on ne peut plus ignorer aujourd'hui. Ce serait complètement illusoire d'ailleurs de ne pas regarder en face cette situation et le fait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'auteurs auto-édités qui arrivent à vivre de leur écrit et même parfois de leur dessin, quand à l'inverse, c'est un effondrement total du vivier des créateurs et créatrices français qui sont dans l'édition traditionnelle. Donc ça, c'est une réalité à laquelle il faut faire face. Mais il faut y faire face en se posant les bonnes questions et en exerçant un esprit à la fois critique et éclairé sur les différentes modalités qui sont proposées aujourd'hui via l'auto-édition. Alors pour démarrer, parlons des avantages, parce qu'il y en a quand même beaucoup. La première chose, c'est la rémunération. La rémunération, quand vous auto-éditez votre livre, et là je parle en numérique, mais c'est aussi valable pour le papier, elle est de 70%. Donc 70%, c'est énorme. Aujourd'hui, dans l'édition traditionnelle, parlons même juste du numérique par exemple, les droits d'auteur proposés sur le numérique sont ridicules. Ils sont souvent l'équivalent par rapport au papier, 8-10%. C'est tout bonnement scandaleux pour une simple et bonne raison, c'est que les coûts afférents à un livre numérique ne sont pas du tout les mêmes que pour le livre papier. C'est d'ailleurs l'agent François Samuelson
qui le dit dans l'ouvrage La Révolution du numérique, que les maisons d'édition, elles ont perdu l'occasion de rendre un peu justice aux auteurs lors des négociations des accords de 2014 entre le CPE et le SNE, en révisant les droits d'auteur par rapport à l'édition numérique. C'est-à-dire qu'étant donné qu'il y a beaucoup moins de coûts, il n'y a pas les coûts de stockage, de diffusion de la même façon, etc., il aurait été tout à fait normal d'augmenter en fait la rémunération proportionnelle des auteurs sur ce type d'exploitation qui est numérique. Ça n'a pas été le cas et c'est un peu une catastrophe parce qu'aujourd'hui, moi, vraiment, je le redis 1000 fois aux auteurs, lisez vos contrats et négociez parce que les conditions types qui sont proposées sont extrêmement basses sur le numérique. Donc, l'auto-édition, quand elle propose 70% directement dans la poche de l'auteur, c'est quand même un argument de poids qui est très intéressant sur la rémunération des auteurs et autrices. L'autre aspect qui est intéressant, c'est la récurrence des paiements. C'est-à-dire que vous êtes payé une fois par mois. Vous recevez un virement sur votre compte, que ce soit via les plateformes, les librairies en ligne, etc. Quand vous passez par un diffuseur, là, comme je vous le disais, comme Bookelist, il y a vraiment une récurrence de la rémunération qu'on ne trouve pas dans l'édition traditionnelle, puisque dans l'édition traditionnelle, nous ne recevons qu'un relevé de droit d'auteur par an, un seul seulement. Et je vous invite à aller voir la campagne de sensibilisation que fait la Ligue des auteurs professionnels sur les statistiques de la véracité de ces redditions de comptes et sur leur fiabilité. C'est assez désastreux. Un jour, je vous ferai aussi une vidéo là-dessus parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et du coup, ça pose une vraie grande question qui est la transparence, puisqu'il y a non seulement la récurrence des paiements, mais la transparence, puisque vous pouvez en auto-édition avoir accès directement à vos chiffres de vente. Vous savez que vous avez vendu, 12 exemplaires hier, 14 aujourd'hui, etc. Et ça, c'est quand même hyper intéressant et important, et c'est assez fou de se dire qu'on est au 21e siècle et qu'on a l'impression qu'on est au 19e siècle dans l'édition traditionnelle, où il y a encore un an ou deux, quand en réunion de négociation je parlais de cette idée de transparence, on me répondait que c'était pas possible, etc. Enfin, c'est complètement délirant. Il existe des outils de sortie caisse qui sont absolument possibles de mettre en place. La seule question, c'est l'accès aux données. C'est-à-dire que les seuls qui n'ont pas les informations sur les ventes de leurs livres, ce sont les auteurs et autrices eux-mêmes. Ce qui est quand même un petit peu problématique, n'est-ce pas? Donc il y a des choses qui semblent avancer à ce niveau-là, mais pour le moment, l'auto-édition permet en tout cas une récurrence de paiement et une transparence qui est complètement absente de l'édition traditionnelle actuellement. L'autre aspect qui est intéressant, c'est la totale autonomie. Ça fait aussi partie des versions qui sont plus négatives, dont je vous parlerai après, mais vous êtes vraiment maître à bord, c'est-à-dire que vous mettez votre fichier numérique en ligne et vous êtes absolument autonome sur les choix éditoriaux que vous allez faire, donc que ce soit des choix de correction, que ce soit des choix de marketing en fait, de décider de mettre le livre dans telle ou telle catégorie. Ça c'est vraiment intéressant et c'est si vous avez une forme d'attachement profond à votre livre et une vision aussi de ce qu'il pourrait être, ça permet cette liberté, cette autonomie qui est assez libératrice, je trouve. L'un des très grands avantages, c'est aussi de rester propriétaire de ses droits. Ça, c'est un aspect qui est fondamental et j'ai été assez étonnée durant toute la polémique qu'il y a eu autour du fait que je décidais d'auto-éditer un livre en numérique. On ne reviendra pas là-dessus. Si vous voulez en savoir plus sur tout ça, je vous mets tout en barre d'infos sur les réactions et ma pensée construite par rapport à vraiment aux menaces que j'ai reçues, etc. C'était un épisode un peu horrible, on va pas se mentir. Quoi qu'il en soit, ce qui était étonnant, c'est que des professionnels de la chaîne du livre ne connaissaient pas le droit d'auteur. C'est-à-dire que pour eux, pour être auteur, il faut être publié à compte d'éditeur. Mais c'est absolument faux. Selon le code de la propriété intellectuelle, est auteur toute personne qui crée une œuvre. Point. Il n'y a pas de définition même de ce qu'est un auteur en tant qu'individu. Donc, à partir du moment où il y a présomption de cette création, vous êtes un auteur. Et il n'y a pas besoin d'avoir publié un livre pour être propriétaire de droit. Vous êtes de facto propriétaire de ce que vous avez créé par l'acte même de la création. Donc ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo sur le droit d'auteur parce que c'est vraiment très intéressant et important. La seule chose qui compte, c'est que vous puissiez prouver l'originalité de l'œuvre. C'est-à-dire que ce qui fait une œuvre, c'est l'empreinte de la personnalité de la personne qui l'a créée. Une idée, c'est pas une œuvre. Une œuvre, c'est aussi une mise en forme. C'est pas parce que vous avez une idée que vous êtes propriétaire de cette idée. Donc, quoi qu'il en soit, la Marelle, eh bien, je suis de facto, du fait de l'avoir créée, cette œuvre, au sens juridique du terme, propriétaire. Quand je décide d'auto-éditer, je ne cède pas mes droits. Parce qu'il faut comprendre que quand vous contractez justement un contrat avec une maison d'édition,
vous allez céder des droits. Aujourd'hui, les contrats d'édition tels qu'ils sont construits sont, allez, on va essayer d'être gentil, très accaparants des droits d'auteur, puisque le contrat type, vous cédez tout. Et vous cédez tout, vous cédez même des droits qui n'ont rien à voir avec les livres, les droits audiovisuels, etc. Ces droits-là, les différentes sous-catégories de droits qui existent, eh bien, ils ont une valeur. On ne se rend pas compte que quand on signe un contrat d'édition, si on n'est pas un peu averti, eh bien, on cède tout et quelque part on transfère toute sa propriété à la maison d'édition pour une durée aujourd'hui qui est généralement de 70 ans après la mort. Je ne sais pas si vous imaginez 70 ans après la mort, bon voilà, autant dire que vous cédez tout. Et c'est le paradoxe du coup du droit d'auteur français, c'est que c'est un droit d'auteur très protecteur du point de vue de ce qu'on appelle le droit moral, donc l'intégrité de l'œuvre, le lien inaliénable qui existe entre l'auteur et sa création. Mais ce droit moral, ce qui vous permet surtout, c'est vraiment d'empêcher un manque d'intégrité de votre œuvre, ce qui est déjà très bien, mais c'est pas suffisant, ça ne vous garantit pas une très bonne rémunération, ça ne vous garantit pas la mainmise sur tout un tas d'aspects qui vont se dérouler dans la vie du livre inévitablement. Et ça, je trouve ça vraiment personnellement délirant. C'est-à-dire que c'est à côté de la réalité de ce qu'est devenu le marché de l'édition aujourd'hui. Et ça fait qu'aujourd'hui, il y a cette espèce de transfert qui se fait automatiquement, dépouille en quelque sorte les auteurs très souvent de leurs droits. Et ça, moi, ça ne me dérange pas du tout de céder ces droits-là, mais au fur et à mesure, de manière ajustée. Il faut évidemment que la personne qui va acquérir vos droits s'y retrouve économiquement. C'est le but, elle veut faire des bénéfices, donc c'est pas le souci. Mais qu'il y ait en tout cas plus d'équilibre à ce niveau-là. Donc l'auto-édition, j'ai vu beaucoup d'auteurs auto-édités qui sont aujourd'hui publiés dans des très grandes maisons d'édition traditionnelles, extrêmement bien négocier leurs contrats avec des avaloirs très importants et des cessions de droits beaucoup plus raisonnables. Du fait que quelque part, ils ont déjà eu un succès avant et qu'ils sont souvent assez éclairés, il faut bien le dire, sur leurs droits du fait d'avoir dû se débrouiller tout seuls pendant une période. Je vais parler des avantages. Maintenant, parlons des inconvénients. La première chose, eh bien, c'est cette fameuse autonomie, puisqu'il faut savoir que vous allez devoir tout faire tout seul. Autant dire qu'il faut être très entrepreneur dans l'âme et que tous les créateurs et créatrices n'ont pas forcément envie d'aller vers ce côté entrepreneurial de la création qui est une de ses facettes mais qui n'est surtout pas la seule facette. Il y a des personnes qui ne voudront jamais faire de leur métier de la maquette ou de la correction et c'est normal, c'est aussi le métier d'autres personnes. Donc je dirais que l'auto-édition elle correspond souvent à des profils d'auteurs et d'autrices assez hybrides, assez touche-à-tout qui ont envie d'aller dans cette direction, qui vont y mettre beaucoup d'énergie, ça coûte beaucoup, comme de faire sa propre promotion, sa propre com, etc. Mais ça a très vite sa limite dans le fait que ça va dépendre du coup de vos propres compétences. Et ce que vous allez gagner vous-même en gardant vos droits et en ayant une plus grande part de rémunération, c'est aussi ce que vous allez investir en temps, en énergie, mais pas que. C'est aussi ce que vous allez investir financièrement en payant les gens. Puisque publier votre propre livre, ça demande, si vous voulez le faire bien, à faire appel à des compétences extérieures que vous n'aurez sans doute pas. Parce qu'on ne peut pas avoir toutes les compétences du monde. Donc voilà, ça veut dire travailler avec un correcteur. Par exemple, moi pour La Marelle, j'ai travaillé avec une correctrice et j'ai aussi travaillé avec une graphiste qui s'appelle Émilie Anésil, que je remercie du fond du cœur, que je connais depuis que j'ai 14 ans et voilà, qui est toujours derrière chacun de mes projets très souvent. Et voilà, c'est vraiment été un travail professionnel. Moi, La Marelle, je voulais que ce soit un livre auto-édité de qualité, c'est-à-dire relu éditorialement encore et encore, corrigé, nickel du point de vue orthographique et avec une mise en page qui était vraiment professionnelle. La mise en page, vous pouvez la faire vous-même assez facilement sur les plateformes. C'est assez facile de générer ce genre de fichiers en PDF et puis il y a tout ce qu'il faut pour le faire. Mais si vous voulez quelque chose encore d'un peu plus poussé, c'est quand même intéressant de faire appel à des professionnels. C'est vraiment se transformer en entrepreneur et presque en petite entreprise finalement pour mener à bien un projet où vous allez être maître à bord à tous les niveaux. Dans les inconvénients également, il y a la question de la visibilité. C'est-à-dire que à la fois tout ce qui est autodiffusion, donc ça concerne les vidéos, les livres, la musique, bref, peu importe, ont donné une occasion immense à tout le monde de pouvoir mettre en ligne et à disposition des contenus créatifs. Donc ça donne une possibilité que ça fonctionne, qu'il y ait un grand succès. Le revers de la médaille, c'est que comme tout le monde s'y engouffre, ça fait que les contenus sont multiples et qu'il est très difficile pour le public de s'y retrouver et de naviguer devant ce foisonnement de contenu créatif. Ce qui pose évidemment la question sous-jacente de l'éditorialisation, donc c'est-à-dire de faire des choix de valorisation d'un certain nombre de contenus créatifs.
versus la totale liberté, c'est-à-dire chacun met en ligne ses contenus et ensuite à l'audience, on va dire, de faire le tri et la sélection elle-même. Ça, c'est vraiment intéressant parce que ça va faire partie des questions majeures qu'il va falloir se poser quoi qu'il arrive dans le milieu plus général de la création. Et ces questions d'éditorialisation sont importantes, c'est-à-dire est-ce qu'on croit en l'éditorialisation, qu'est-ce qu'elle apporte et comment gérer à la fois ces notions de liberté, la possibilité que tout le monde puisse mettre en ligne sa création et d'un autre côté la notion même de sélection qui est aux antipodes avec cette liberté-là. Donc ce qu'il y a quand même de passionnant là-dedans, c'est que cette possibilité accrue, et qui est je trouve passionnante et très intéressante, elle a le désavantage d'invisibiliser aussi un certain nombre de contenus créatifs du fait de la multiplicité en fait des offres qui sont faites. Et là, tirer son épingle du jeu, c'est très difficile. Donc bien sûr c'est possible, mais ça demande des vraies stratégies en fait, commerciales, de promotion, marketing et encore d'autres compétences pour arriver à rendre visible, notamment sur les plateformes d'auto-édition ou via les librairies numériques en ligne, le livre qu'on a créé. Quelque part, la question elle se pose aussi dans l'édition traditionnelle puisque on est un peu dans le même genre d'emballement, ce qu'on appelle la surproduction, le fait que l'offre de livres augmente de façon exponentielle parce qu'en fait, on le sait assez peu mais ça coûte pas très cher en réalité de faire un livre. Par rapport à l'économie du jeu vidéo ou à l'audiovisuel, l'économie du livre, les coûts de fabrication et de commercialisation sont en fait très très bas et n'importe qui en fait, il n'y a pas besoin de diplôme particulier ou quoi, peut faire sa maison d'édition et puis publier un bouquin. Donc au final, c'est que ça questionne, je trouve, la question de la visibilité qu'on donne aux créateurs et créatrices, et ça je le dirais à tous les niveaux, que ce soit via les plateformes ou via l'édition traditionnelle, puisque en tout cas dans l'édition traditionnelle, ce qu'on attend aujourd'hui d'une maison d'édition, c'est de faire un travail de communication, c'est d'exploiter l'œuvre et de lui donner une grande visibilité. Quand vous avez un nombre de nouveautés aussi énorme par jour que dans le domaine du livre, ça devient quand même très très difficile d'être visible. Et vous voyez, un plot de com en chasse l'autre, là ça va être la rentrée littéraire, on va parler pendant une semaine ou deux de tel livre et puis on n'entendra plus jamais parler. Et la durée de vie en librairie est de plus en plus restreinte pour les livres, ce qui est extrêmement pesant pour les libraires qui n'ont pas le temps de défendre comme ils le souhaiteraient les livres qu'ils voudraient défendre. Donc tout ça est un serpent qui se mord la queue, espèce d'emballement de la machine, mais qui est un peu en symétrie quelque part avec la pléthore d'offres qu'on a aussi en numérique, toute proportion gardée, parce que bien sûr là il y a un travail de sélection qui est fait dans l'édition qui n'est pas du tout fait dans l'auto-édition. Mais quelque part c'est un peu bizarre comment ces deux choses-là sont en train de se rejoindre, parce que à publier autant et un peu dans un rythme fou pour quelque part subvenir à l'économie du livre. Je vous invite à voir la vidéo que j'avais faite sur la chaîne du livre, parce qu'en fait l'idée de la nouveauté, c'est la nouveauté qui entretient l'économie du livre et de façon très de plus en plus malsaine en fait, il faut bien le dire, parce que là ça devient trop tout simplement pour tout le monde. Donc je pense que tout ça, dans les inconvénients, ça va questionner les deux mondes, que ce soit du côté du numérique sur la visibilité qu'on peut trouver, parce que c'est quand même extrêmement difficile, moi je trouve, quand on démarre, de rendre visible un ouvrage en auto-édition. Moi, la Marelle, ça fonctionne bien en numérique parce que j'ai déjà une communauté de lecteurs et de lectrices qui est là et qui suit ce que je fais et qui me connaît déjà, qui me connaît via mon site d'il y a 10 ans, qui me connaît via des livres de plein d'aspects. Donc quelque part, mes lecteurs et lectrices, ils sont là, peu importe même le format ou mes choix, puisque ce qu'ils aiment, c'est les livres que j'écris, tout simplement. Revenons-en au contenu, à la création même. Et voilà, et je trouve que quand on n'a pas déjà une communauté, l'idée alors c'est du coup d'arriver à se trouver un vivier de lecteurs, et c'est pas quelque chose de si simple. La rencontre entre une œuvre quelle qu'elle soit et son public, c'est complexe, le hasard joue énormément, c'est aussi des vraies stratégies commerciales et de marketing qui sont là de vrais métiers à part entière. Comment faire connaître une œuvre au public, ce sont des métiers dédiés. Et tout ça, ça m'amène un peu à la conclusion. Je suis hyper heureuse d'avoir fait la Marelle en numérique pour plein de raisons. D'abord, ça m'a réconciliée avec une vraie liberté de création dont j'avais profondément besoin. Cette expérience personnelle de la Marelle, elle me questionne forcément sur plein de choses, et je trouve que le numérique, ça peut être vraiment une occasion de remettre les créateurs et créatrices à leur juste place, que ce soit en termes de rémunération, de transparence.
ça n'empêche pas d'être vigilant sur plein d'autres choses parce que forcément l'auto-édition va poser d'autres questions d'équité, d'autres questions de transparence très certainement. On n'est qu'au début de ce qu'on arrive à vraiment comprendre et déchiffrer de tout ça, je crois. Les accords qui ont été signés en 2014 entre le Syndicat national de l'édition et le Conseil permanent des écrivains, je trouve personnellement sont extrêmement insuffisants et je dirais assez éloignés des réalités concrètes qui existent aujourd'hui, que ce soit justement ce dont on discutait par rapport à l'impression à l'allemande, que ce soit par rapport au taux de rémunération, etc. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un très gros train de retard sur les encadrements par rapport à tout ça et que c'est dans l'intérêt général que ce soit remis une bonne fois pour toutes sur la table parce qu'il y a une vraie méconnaissance aussi des pratiques créatives des auteurs et autrices eux-mêmes. Quand on voit certaines réactions, on voit que ça veut dire que la réalité concrète de notre quotidien en fait, de créateurs et créatrices n'est pas encore très bien appréhendée. Et je pense du coup que la question de l'autodiffusion, c'est pas quelque chose qui vient en antithèse des circuits traditionnels, c'est en complément et il y a un vrai sujet pour traiter ça de la bonne façon, pour le clarifier. Et je pense que le point de départ, c'est les créateurs et créatrices au sens large, les auteurs et les autrices, c'est-à-dire quelles sont leurs pratiques, quels sont leurs métiers, comment ils diffusent chaque jour, que ce soit à travers des intermédiaires ou par rapport eux-mêmes, et comment on leur donne les outils pour le faire de la bonne façon et de la façon qui les protège le mieux possible. Bref, voilà, cette vidéo était assez longue, en même temps j'avais plein de choses à vous dire parce que c'est passionnant. Et finalement, La Marelle, c'est un roman qui est très intime, c'est un roman que j'ai voulu protéger aussi en fait d'une certaine façon et avec lequel j'ai voulu construire avec vous, les lecteurs et les lectrices. Et ce que ça a soulevé, ça me ramène tout simplement à pourquoi en fait j'aime mon métier et ce que je fais. Moi ce que j'aime c'est créer, c'est ça que j'aime faire. Et la question de comment c'est ensuite exploité ou diffusé, c'est une autre question. Et ça, pouvoir garder toujours cet élan, ce besoin de création au plus près de soi, c'est à mon avis ce qui paraît fondamental. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je traite des sujets en particulier. Est-ce que ça vous intéresserait que je parle du contrat d'édition? Est-ce que ça vous intéresserait que je parle du droit d'auteur? Ce seraient des vidéos assez lourdes, enfin au sens complète et très informative et je pense assez importante. Mais est-ce que c'est ce genre de contenu aussi qui vous intéresse? C'est une vraie question. Moi je crois que c'est d'utilité publique qu'on parle entre nous de ces sujets, qu'on communique en fait sur des questions qui sont légales, juridiques et sur les bonnes pratiques parce qu'on a besoin de bonnes pratiques dans le secteur de l'édition. Je tiens aussi à dire que je suis très heureuse de mes collaborations avec les maisons d'édition traditionnelles en ce moment. Ça n'a pas toujours été le cas, j'ai eu des très mauvaises expériences dans ma vie, mais j'ai aussi trouvé des maisons d'édition qui aujourd'hui m'apportent vraiment ce que je recherche, c'est-à-dire qui sont capables de me rémunérer correctement, de me donner de bonnes conditions, de faire des bons plans de promotion, de me permettre d'aller à votre rencontre, et ça c'est fondamental. Je tiens à le dire parce que évidemment on a souvent tendance à parler de ce qui va pas et c'est normal, parce qu'il y a tellement de choses qui ne vont pas dans ce milieu, mais il faut aussi parler de ce qui va et des choses qui se passent bien. Et donc voilà, je tiens vraiment à les remercier parce qu'il me semble que c'est aussi en montrant l'exemple d'une certaine façon, en montrant ces bonnes pratiques qu'on va réussir à avancer. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.